Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou et je vous propose d'aller à la rencontre de ceux et celles qui, connus ou moins connus, donnent vie au parfum. Écoutez les fragrances, imaginez les effluves, laissez-vous porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Bienvenue dans ce voyage sensoriel où histoire, confidences et émotions stimulent tous nos sens au travers d'interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Francis Kurkdjian, parfumeur de sa propre maison et, depuis peu, créateur des parfums Christian Dior. Quelques jours avant sa nomination officielle, il évoque ici son amour pour le monde de la mode, de la couture, des tissus, des savoir-faire croisés dans sa jeunesse. Une manière subtile de confirmer qu'il a toute sa place au sein de la prestigieuse maison de luxe Christian Dior. Mais qui est donc Francis Kurkdjian ? La maison Francis Kurkdjian est née en 2009 de la rencontre de Francis Kurkdjian, créateur de parfums à l'origine de nombreux succès, et de Marc Chaya, cofondateur et président de la maison de parfums. Ensemble, ils imaginent un territoire olfactif de libre expression, sensuel, généreux et aux multiples visages. Ils façonnent un nouvel emblème de savoir-faire et savoir-vivre à la française. La collection de parfums Francis Kurkdjian se porte-t-elle à un vestiaire olfactif dont chacune des facettes accompagne une part de nous-mêmes. Conçue avec l'exigence de la tradition de la parfumerie française, elle défend aussi une vision contemporaine de la création et de l'art de porter un parfum. La personnalité de Maison Francis Kurkdjian se nourrit du pouvoir créatif d'un homme qui a le goût des belles choses. Parfumeur contemporain parmi les plus célèbres, Francis Kurkdjian a imaginé un territoire d'expression mêlant sensualité et délicatesse. Mais la Maison Francis Kurkdjian est tenue avec des codes précis, comme la pureté, l'intemporalité, l'audace, la sophistication et tant d'autres dont il va nous parler. Les savoir-faire d'exception font partie des fondamentaux de la maison et écrivent au fur et à mesure des aventures sensorielles uniques dont le parfum est naturellement le héros. Bienvenue sur La Voix du Parfum, Francis Kurkdjian. Bonjour Isabelle, merci. Bonjour Francis, merci d'être là avec nous. Vous êtes né en 1969 de parents d'origine arménienne, entouré de musiciens. Vous entrez d'ailleurs au conservatoire à 6 ans. Et vous passez votre enfance à la campagne. Vous avez dit, paradoxalement, je suis arrivée au métier de parfumeur par défaut et après quelques échecs successifs. L'école de danse de l'opéra, puis une école de design. J'ai découvert le métier de parfumeur et j'ai découvert que les grands couturiers avaient recours à leur talent. Depuis cette époque, je ne me suis plus jamais questionnée sur ce choix. Cela ne m'a plus jamais quitté, comme si c'était écrit. C'est toujours d'actualité. Ah oui, à 52 ans, c'est toujours d'actualité. En l'occurrence, aujourd'hui, vous éditez Gentle Fluidity, c'est votre actualité, on va en parler. Vous mêlez dans cette création plusieurs arts, en particulier la musique. Quelle place tient la musique aujourd'hui dans vos créations ? Je crois que j'ai des créations qui sont polysensorielles et c'est un peu le problème et le dilemme avec mes équipes quand je leur présente un nouvel acte créatif ou que je leur parle de nouvelle inspiration, c'est qu'il n'y a pas une chose, c'est pas un phénomène ou une action ou une inspiration, ce sont des choses. Donc il y a la musique, il y a la danse. Vous avez mentionné dans l'introduction, d'ailleurs, très belle, merci. Tout ce qui est le savoir-faire, en fait, c'est tout ce que je suis et tout ce qui m'a construit dans mon enfance, d'un côté d'une forme de tradition familiale que j'ai essayé de perpétuer, qui n'a pas fonctionné, et puis ensuite des choses qui, moi, en tant qu'individu, m'ont interpellé dans mon parcours d'enfant, d'adolescent et de jeune adulte, jusqu'au moment où j'ai rencontré ce métier de parfumeur. Et finalement, le métier de parfumeur, c'est le métier qui me permet de tout rassembler. C'est une synthèse de ce que je voulais être, mais une synthèse aussi de ce que je n'ai pas pu être. La maison de parfum est une sorte de maison d'art dans laquelle il y a une palette d'art que vous exprimez et dont le parfum est finalement l'illustration, on peut dire ça comme ça ? Le parfum, c'est pas l'illustration, c'est le héros. C'est le héros. Et tout autour gravite au gré de mes inspirations qui peuvent être différentes au fur et à mesure des années qui s'écoulent. Il y a une inspiration qui va être plus centrée sur peut-être mon amour pour Versailles, et là je pense à la rose parce que j'ai une passion pour Versailles. Ça peut être la danse comme vous avez mentionné, oui, avec Gentle Fluidity, et la musique derrière, parce que chacune des compositions que je fais, maintenant que nous avons aussi la possibilité de faire des films, il y a 12 ans, la maison a eu 12 ans hier en fait, le 9 septembre. Bon anniversaire. Merci.
Au départ, on faisait pas de films pour Instagram, c'était les débuts d'Instagram, on n'avait pas les moyens de faire des films pour la télévision, donc il y a des choses qu'on ne faisait pas et qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est vrai que chaque prise de parole audiovisuelle est accompagnée d'une bande son que je compose avec un compositeur de musique. Donc il y a un échange. Donc je reviens un peu au piano parce que c'est un peu l'instrument de la maison, le piano, mais c'est pas que le piano. Et voilà, donc chaque histoire est un peu le prétexte de faire vibrer une des cordes de ce qui m'émeut dans la vie, et quand la porte de mon laboratoire est fermée, finalement, j'ai des hobbies, comme n'importe qui, j'ai des choses que j'aime. Alors par exemple les musées ou l'art classique, art contemporain ou pas. Et je pense que l'art contemporain nécessite aussi une éducation, c'est plus compliqué, c'est moins abstrait finalement que de regarder un dieu et une déesse sur un tableau. On comprend ce qui se passe en général. C'est plus compliqué de voir des aplats de couleurs et d'être sensible aussi à des jets d'encre ou là il y avait Art Fair, voilà. Il y a des gestes artistiques parfois qui nécessitent un peu d'explication, mais c'est toujours intéressant. Ça vous oblige à changer de perspective en fait. Le spectacle vivant, danse classique ou contemporaine, l'opéra. Il y a des œuvres musicales auxquelles vous teniez, que vous aimez peut-être retrouver, réécouter, réinterpréter différemment? Il y a plein de choses que j'aime. Ouais, non, c'est compliqué. Il y a pas. Je dirais qu'il y a peut-être des périodes de musique que j'apprécie peut-être un peu moins, avec lesquelles j'ai moins d'affinité. Ce que j'appelle moi le jazz aléatoire. J'ai pas cette culture du jazz parce que justement le jazz pour moi n'est. Alors le jazz classique, ces voix américaines des années 50, tout ça là, ça va très bien. Il y a toute une partie de jazz contemporain qui est pour moi un petit peu difficile à l'oreille parce que j'ai une éducation très classique, ce qui m'a valu parfois des tours, d'avoir cette éducation très formatée. Il faut être sur le temps, il faut être dans la mesure, il ne faut pas être à côté du temps, il faut jouer juste. Notamment la danse classique, c'est exigeant. Pendant très longtemps, l'asymétrie, qu'elle soit du son ou visuel, était un peu compliquée pour moi à gérer émotionnellement parce que la symétrie, en deux mots, symétrie, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de garder des repères. Tout d'un coup, l'asymétrie, au contraire, elle vous bouscule. En tout cas, en ce qui me concerne, elle me perturbe un peu plus. Donc voilà, il y a des choses, plus compliquées. Tout ce qui est trop conceptuel, j'ai du mal aussi, j'avoue. Voilà, je suis très cartésien. J'étais bon en mathématiques, par exemple, à l'école. C'est vrai que je suis assez cartésien. Voilà, il faut que les choses aient une forme de cohérence. Pour moi, c'est très important. Et cette partie cartésienne, elle est importante dans votre métier de parfumeur. Vous parliez de film tout à l'heure, il semble que ce soit un film, Le Sauvage, dans lequel Yves Montand incarne un parfumeur qui vous a donné l'envie. Vous avez dit à vos parents « je serai parfumeur ». Quelle a été la réaction à cette époque-là de vos parents? J'étais jeune, j'avais 13 ou 14 ans. C'est tôt pour décider d'être parfumeur. Oui, mais avant je voulais être danseur, donc en fait mes parents ont vécu pendant quelques années avec mes lubies de métier, donc ils sont passés par plusieurs choses. Il y a eu... danseur, bon ça c'était le plus sérieux, mais je suis passé par archéologue à un moment donné parce que j'adorais mais comme les gamins qui aiment l'Égypte ou quand on aime aussi les dinosaures, quand on est garçon, voilà. Peut-être que pompier je voulais être danseur et pas pompier peut-être, voilà, c'était le truc où peut-être que mes parents là ils se sont dit bon, on va avoir des soucis. J'ai la chance, je crois que dans la vie j'y crois pas beaucoup au mot chance, mais la seule chance où je sais que c'est de la chance, c'est d'être né en France, un pays démocratique, et laïque. Pour moi, c'est une chance, parce qu'on peut être né de l'autre côté de la frontière ou d'une frontière qui n'est pas celle-ci. Et j'ai eu la chance d'avoir les parents que j'ai eus. Les parents ils ont des défauts, ils ont des qualités, mais finalement, je trouve que j'ai la chance d'avoir eu les parents que j'ai eus. Et c'est vrai que la chance de ces parents, c'est qu'ils m'ont autorisé à exercer le métier dont j'avais envie. Ils ont exigé en contrepartie des choses. Il fallait absolument avoir le bac. Enfin, voilà, les poncifs de parents qui passent ton bac d'abord, à l'époque. C'était un peu ça. Je devais absolument passer ce bac scientifique qui était un peu une forme de Graal. Le bac C à l'époque, le Graal, qui ouvrait effectivement beaucoup d'horizons. Et j'ai eu cette chance-là. Donc ils m'ont toujours soutenu avec une chose. Ils m'ont soutenu tout en étant vigilant à ce que cette motivation, elle vienne de moi et que ce ne soit pas un transfert de leur part de faire des choses qu'ils auraient eux aimé faire. Ça, c'était très important, je crois. Et c'est une chance aussi, parce que parfois les parents font un transfert sur leurs enfants pour les obliger à embrasser des carrières qui ne sont pas du tout les leurs. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance, en ce qui me concerne, d'avoir eu cette entière liberté-là. En découvrant ce métier de parfumeur, vous avez aussi découvert le lien très intime qu'il y a et qu'il y avait depuis longtemps avec les couturiers. Donc le monde de la mode est aussi une source d'inspiration. Alors ça, c'est mon histoire personnelle. Mes deux grands-parents étaient tailleurs. Mon grand-père paternel, je ne l'ai pas vu travailler. Mais il a été tailleur quand ils habitaient dans l'Empire ottoman. Il était fourreur aussi, parce que mon nom de famille, K-U-R-K,
Kürk, c'est la racine de mon nom, c'est fourrure, c'est la fourreur. Donc c'est un peu une tradition familiale qui s'est arrêtée quand mes grands-parents ont dû émigrer. Et du côté de ma mère, mon grand-père maternel était tailleur. Je l'ai vu coudre, j'ai entendu le bruit de la singère et la singère avec la pédale à pied. Là, il n'avait pas le droit de mettre de moteur dans son tout petit appartement, il n'avait pas le droit de motoriser la machine à coudre, mais il est venu avec sa machine singère, pareil, d'Anatolie. J'étais trop jeune à l'époque pour demander comment il avait pu emmener ce truc qui pèse 20 kilos. La couture, c'est presque tout pour moi. Enfin, il y a quelque chose qui dépasse quasi. Parce que j'ai vu mes grands-parents travailler, ils ont vécu, c'est ce qui leur a sauvé la vie. Ça a sauvé la vie de mon grand-père maternel, ça a sauvé leur vie économique. Ils étaient émigrés, apatrides, pas français jusqu'aux 16 ans de ma mère. Ils ont cousu pour vivre. Mon grand-père était un tailleur émérite, donc il avait une belle clientèle. Il habitait à Vincennes. Ma grand-mère, qui n'était pas destinée à coudre, s'est mise à la couture parce qu'il a fallu qu'elle fasse un métier. Elle avait une famille aisée, donc elle n'était pas censée travailler, on va dire. Donc la couture, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis surtout dans la couture, ce qui est beau, c'est de voir ce tissu, ces métrages de tissu qui sont finalement assez abstraits, qui n'ont pas de forme. Ils ont une tenue, ils ont une main, comme on dit. Il y a une densité, il y a cette main-là, le poids et la tenue. Et tout d'un coup, avec le bruit d'un ciseau, et j'entends encore le bruit du ciseau qui est très particulier sur le tablier en bois, c'est les gros ciseaux en métal qui font un bruit vraiment très particulier. Le bruit de la machine à coudre, il y a des bruits, des odeurs, le fer à repasser, la pâte mouille. Et c'est pas tant les odeurs qui m'inspirent, mais c'est cette transformation du matériau. Et je trouve que c'est absolument fabuleux. Et tout d'un coup, vous donnez vie à des objets ou à des vêtements en l'occurrence, avec lesquels les gens vont cohabiter, qui vont les habiller. C'est pareil pour les savoir-faire. Si vous avez un ébéniste qui, d'un coup, avec des planches de bois, si belle soit-elle et si exotique soit le bois, d'un coup, vous avez une commode, vous avez un bureau, vous avez... C'est la transformation qui est fascinante. C'est éblouissant, parce que c'est cette intelligence du geste, de la main, le savoir-faire, l'expression du savoir-faire, le jusqu'au-boutisme de recommencer, de la précision qui devient... précise, qui donne du précieux, parce que c'est pas que des matériaux. Voilà, c'est pas qu'une question de matériaux nobles. Au contraire. Alors, vous citez à plusieurs reprises le savoir-faire ou les savoir-faire, et dans votre métier de parfumeur, c'est très important. Il y a une chaîne de savoir-faire, de talents, d'artistes, d'artisans. Vous vous êtes entouré en les choisissant de façon peut-être avec le cœur. Quels sont les savoir-faire auxquels vous auriez envie de rendre hommage dans votre métier ? Je pense que cet amour du savoir-faire dans mon métier, il vient aussi peut-être du fait que je ne sois pas grassois. Je le revendique parce que c'est mon histoire, donc c'est vrai que je ne suis pas grassois, donc il a fallu aussi que je trouve aussi mes repères de savoir-faire. C'est-à-dire que j'imagine, quand je vais à Grasse, je le comprends bien, et puis quand je parle avec des parfumeurs grassois, je le comprends bien. À Grasse, la ville transpire le savoir-faire de la fleur et de l'ingrédient, et de la transformation de l'ingrédient. Moi, j'ai pas ce savoir-faire-là, je l'ai pas vu, je l'ai pas grandi avec. J'ai grandi avec d'autres savoir-faire qui sont peut-être des savoir-faire de la création. Je dis souvent que Grasse, c'est la capitale de l'ingrédient, mais Paris est devenu la capitale de la création. En tout cas, en ce qui concerne le parfum. Je dis pas qu'il faut pas être créatif pour transformer un ingrédient, mais quelque part, la transformation ultime de l'ingrédient olfactif, c'est quand même le parfum. Et c'est vrai que c'est quand même Paris, les couturiers, principalement au début de l'histoire, qui ont porté cette création. Et donc, c'est un peu mon univers, parce que dans ma construction personnelle, il y a le beau-frère de mon père était ébéniste, donc les meubles qui ont été, toute une série de meubles à la maison, le bureau de mon père à la maison, dans son bureau, c'était l'oncle qui l'a fait, parce que c'était quelqu'un de la famille. Donc c'est vrai que même 60 ans après, ce meuble, quand on l'ouvre, il n'a pas bougé. Enfin, c'est exceptionnel. C'est la qualité de ce meuble qui est tout. Enfin, c'est un beau meuble, très beau bois. Je crois que c'est du palissandre, c'est plaqué palissandre. C'est magnifique. C'est un peu en plus ces années. Je dis 60. Oui, c'est ça, années 50. On est dans les années 50, 60. C'est vrai que ça me touche. Donc la célébration avec le parfum, c'est un peu à la fois tous les savoir-faire qu'il y a autour du parfum, ceux qui sont un peu naturels. Ça va aussi bien. Le verrier, la petite anecdote, c'est si vous retournez nos flacons de parfum de la maison, c'est marqué fabriqué en France, en français. En 2009, quand je suis allé voir ces Pochet qui fabriquent nos flacons, et que donc j'ai travaillé avec le directeur artistique qui m'a aidé pour poser les bases de la maison, et j'ai demandé à ce qu'on rajoute ce fabriqué en France. Il n'y avait aucun intérêt en 2009, alors que tout le monde parle anglais, de mettre un fabriqué en France, mais je voulais quand même qu'on montre qu'il y avait il y avait un respect de... Voilà, on est une marque française. On essaie d'être le plus possible français, mais pas dans le sens nationaliste.
déjà d'être honnête par rapport à nos consommateurs, à nos clients. Il n'y a rien de pire que d'avoir une marque, parfois c'est marqué telle marque, Milan, et puis vous retournez l'étiquette et vous voyez que c'est fabriqué en Roumanie ou au Portugal, ou c'est marqué un truc Paris, et puis vous voyez que c'est pas fait forcément. Voilà, c'est un peu des choses comme ça qui, moi, me touchent en tant que client aussi de certaines maisons. Sur ce thème des métiers, vous avez dit, et des savoir-faire, j'essaie de décloisonner le métier de parfumeur, de faire tomber les conventions et les idées reçues, d'ouvrir le parfum à d'autres univers ou applications. Presque comme un manifeste, c'est un désir que vous avez en vous, une nécessité, c'est une manière de se positionner. Encore une fois, c'est mon parcours qui m'a conduit à tout cela. À partir de l'âge de 14 ans, je voulais être parfumeur. J'ai rêvé du métier. On rêve forcément, quand on rêve d'un métier qu'on ne connaît pas. Personne dans ma famille autour de moi était parfumeur, donc je n'avais pas de référence. Même pas de modèle. Petit à petit, quand j'ai commencé à m'intéresser, oui, on a parlé dans les années 80. De quel parfumeur parlait-on ? On parlait d'Ernest Beau d'un côté et de Edmond Ronisca de l'autre. Un peu de Jean Kerléo qui était chez Patou de temps en temps. Et puis c'était tout. Il n'y avait pas d'autres parfumeurs dans les maisons. On parlait pas trop du parfumeur qui était chez Caron. Non. On parlait plutôt de ceux qui étaient morts. On parlait pas des parfumeurs vivants et des créations. De temps en temps, il y avait un article sur les parfumeurs, mais c'était tout. Et du coup, il y avait une forme de fantasme. Déjà, pendant très longtemps, je pensais que c'était les couturiers vivants qui créaient leurs parfums. Parce qu'il a fallu que je mette un temps à comprendre qu'il y avait quand même un parfumeur. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un parfumeur, j'ai voulu être parfumeur. Mais ma construction en tant que parfumeur, elle a été aussi tellement rapide qu'il a fallu que je me réinvente sans doute plus tôt que prévu. Et c'est vrai que quand j'ai signé Le Mal à 24-25 ans, grâce à Chantal Ross, j'ai compris que ma vie se comprimait, que le temps qui m'avait été donné se comprimait tout d'un coup, puisque c'est devenu un succès, un immense succès. C'est fulgurant dans l'étendue et la durée, mais en fait, ça s'est construit très lentement. Je pense qu'on a un peu oublié, parce que moi, je l'ai suivi un peu de New York. Ça a été une croissance très constante, grande croissance, mais ça n'a pas été fulgurant au sens du jour au lendemain. Ça a mis du temps à s'installer, mais une fois qu'il s'est installé, le parfum, il est vraiment resté. Mais c'est vrai que j'ai quand même compris qu'un succès comme ça n'arrivait à un parfumeur qu'à un âge plus tardif, vers 40 ans. Et d'ailleurs, mes amis de promotion, on est une super... Christophe Reynaud qui fait partie de ma promotion, et Christophe est un très talentueux parfumeur. Son heure est arrivée, entre guillemets, bien après la mienne. Et Christophe, je crois que ce qui l'a fait vraiment sortir, émerger, c'était One Million, notamment avec le collectif de parfumeurs qui a travaillé, avec Olivier Pécheux et Michel Girard. C'est arrivé plus tard dans sa carrière, qui est un peu l'équivalent, on va dire. Et ça m'a obligé, en fait, à me re-questionner sur qu'est-ce qui me reste à faire après. Alors, je voulais surtout pas être le parfumeur d'un seul parfum, ça peut arriver. Il y en a eu dans l'histoire de la parfumerie, des parfumeurs qui ont fait un coup. Puis après, vous les entendez plus, comme vous faites un roman, un hit musical. Ça, c'est un peu une angoisse. Et puis, mes rêves, ils se sont un peu fracassés sur la réalité. C'est-à-dire que moi, je rêvais de travailler avec des couturiers. D'ailleurs, pour moi, la parfumerie était une parfumerie pour des couturiers, pas pour du prêt-à-porter. D'ailleurs, Jean-Paul Gaultier, à l'époque, il faisait du prêt-à-porter. Alors, je dis pas que j'étais pas content d'avoir créé le parfum de Jean-Paul Gaultier, mais c'était pas pour moi la marche ultime de ce que je cherchais à faire. Parce que pour moi, la couture, c'est quoi ? C'est de l'avenue Montaigne. Il s'avère que dans mon histoire personnelle, l'église arménienne est derrière l'avenue Montaigne, rue Jean Goujon. Et tous les dimanches, quand on allait à l'église, on passait avenue Montaigne, on remontait l'avenue Montaigne avec tous les couturiers, Jean-Loup Chérer, il y avait déjà Chanel, mais il y avait Guy Laroche. Il y a plein de noms qui ont disparu depuis. Prémonitoire. Je sais pas si c'est prémonitoire, mais en tout cas, c'est par ce biais-là, ces marques-là qui me mettaient des étoiles dans les yeux, en fait. Dans les yeux, ouais. La création de ce concept de vestiaire olfactif où on croise le vocabulaire, l'univers, ou c'est non, l'idée du vestiaire, l'idée du vestiaire, c'est même pas conceptuel, c'est ma manière, c'est une rationalisation de vocabulaire pour expliquer comment moi je sens les choses. C'est même pas moi qui ai l'idée du vestiaire. C'est Marc qui m'a dit, mais je t'entends toujours parler de mode. Et un jour, il m'a dit, mais c'est à lui qu'on doit cette idée vocabulaire. Mais je parle de vêtements. Quand je parle de parfum, c'est comme si je parlais de vêtements. C'est ce que vous faites. Je peux paraphraser plein de créateurs aussi. Dior, Saint Laurent et Chanel sont pour moi les trois couturiers qui ont fait le XXe siècle. Je pourrais paraphraser certaines de leurs phrases et les utiliser en tant que parfumeur. Après, je peux utiliser aussi Sylvie Guillem et Nureyev sur la danse pour dire ce que je fais en parfumerie. En musique, j'aime beaucoup. Alors j'ai une passion. J'aime beaucoup Bach. J'aime bien écouter Mozart de temps en temps. Il y a le Mozart un peu guilleret qu'on connaît, les petites sonates comme ça. Après, il y a le Mozart un peu tragique des Don Juan. Il y a le Mozart lugubre du Requiem qui sonne un peu la fin du monde. Et
Mais j'aime beaucoup la musique française du XXe siècle, début XXe, avec Debussy, Ravel, Satie. Il y a aussi cette idée du carré, quand même des musiques très carrées, et en même temps c'est très fluide. Et je suis un peu ce mélange-là. Voilà, le piano de Chopin, non? Et Chopin, mais Chopin c'est une autre histoire. Chopin, c'est On reviendrait. Oui, non, Chopin c'est au-dessus. Oui, c'est au-dessus. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas encore entendu, pourtant vous êtes parfumeur, c'est le mot ingrédient. Au détour d'une phrase, bon, c'est pas trop votre centre d'intérêt. Ah si, ça Non, l'est. je vous provoque, bien sûr. Ce qui compte plus pour moi, vous avez dit, c'est l'émotion du résultat. Donc, c'est peut-être une formule, mais en l'occurrence, ça veut dire beaucoup de choses. Ah non, c'est pas qu'une formule. Non, je me doute bien. Ah non, j'aime bien les formules parce qu'elles peuvent résumer une pensée, mais en même temps, c'est dangereux parce qu'elles omettent parfois tout ce qu'il y a derrière. L'intérêt, c'est de voir ce qu'il y a derrière aujourd'hui. Un parfum, c'est quoi? Un parfum, c'est une émotion. Quand j'étais petit, sur les Champs-Élysées, quand on remontait, parce que l'avenue Montaigne, tout ça, c'est un peu le même coin, mais c'est une époque un peu où c'est pas aussi streetwear qu'aujourd'hui. L'avenue Montaigne, pour donner un exemple de ce que j'ai vécu, il n'y avait pas de restaurant. Il y avait des résidents et il n'y avait que des boutiques de haute couture, mais il n'y avait pas d'endroit pour se divertir. Aujourd'hui, il y a des cafés, des petits bistrots, il y a l'avenue qui fait l'angle. Voilà, c'est une époque totalement révolue où il n'y avait même pas de boutique de prêt-à-porter. C'était des couturier. On a du mal à imaginer aujourd'hui. Sur mesure, exactement. Non, mais et du coup, quand je passais dans ces quartiers-là, dans ces arrondissements, et qu'on sentait aussi plutôt les femmes que les hommes, parce que c'était pas encore l'avènement des grands sillages masculins un peu tapageurs. Chalimard, c'est une émotion dans la rue. C'est pas lavande, c'est pas bergamote, lavande, vanille, ambre, poison. On se dit pas c'est tubéreuse. Surtout quand on est petit, on connaissait rien d'ingrédients. Même plus tard, quand ma mère apportait des parfums assez emblématiques, Mitsuko pour moi c'est une sensation avant que ce soit devenu un ingrédient. Et je pense que pour les consommateurs, les clients, les utilisateurs de parfums, déjà à peine ils se souviennent de quelle marque ils portent. Ensuite ils se souviennent ils se souviennent à peine de quel flacon. Le nom, ils ont du mal. S'il fallait en plus qu'ils se souviennent des ingrédients qu'ils mettent dedans, je crois qu'il n'y aurait plus personne. Donc c'est ça, donc le parfum, à la fin, c'est une émotion. Elle amène l'émotion. Quel genre d'émotions vous avez envie de partager dans vos parfums? Elles sont très variables. C'est super variable. Il y en a avec lesquelles ou autour desquelles vous revenez plus souvent? Je ne sais pas, parce que, in fine, pour moi, c'est une émotion mène à... En plus, c'est mon processus créatif. C'est-à-dire que je choisis déjà le nom du parfum. Tant que j'ai pas de nom, pas de bras, pas de chocolat. Hein. Ce serait ça. Il y en a pour qui c'est l'inverse. Donc vous commencez par le nom du parfum. C'est terrible parce que quand il n'y a pas de nom... Déjà parce qu'il faut le déposer le nom, donc il faut que ce soit libre. Donc en fait parfois ça prend des... Alors je peux donner plusieurs noms. Alors on a un petit catalogue de noms d'avance. Et puis parfois j'ai changé d'avis entre temps parce qu'il s'est passé autre chose dans ma vie ou dans mon inspiration. Donc hop, je change d'avis. Donc hop, on repart, on cherche un nom de parfum. Et tant que j'ai pas de nom, j'ai pas d'odeur, parce que pour moi le nom va être la synthèse de tout ce que je pense et de toutes les émotions qui m'animent. Vous écrivez tout ça? Non, parce que à ce jour, comme la maison était toute petite, finalement ça se partageait entre moi et à un certain moment mon associé et un peu la communication, et je teste autour de moi, j'ai 2-3 personnes, vraiment un milieu très très serré en disant ah tiens, si ça s'appelait comme ça le prochain parfum. Et puis surtout on passe par le mot parce que c'est par là que les gens arrivent en fait. Et puis nous les flacons sont toujours les mêmes, donc on n'est pas une marque de design, donc on n'a pas à redessiner un flacon tout le temps. Donc le mot est très important chez nous. Et donc une fois que j'ai mon mot, c'est-à-dire que j'ai ma sensation qui va voilà, gentle fluidity, pour parler de aujourd'hui. Au départ ça devait être gender fluidity, qui était très connoté et que j'assumais pleinement. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'élaboration, non pas des parfums, mais pas du concept, mais qu'on a commencé à vivre avec, je me dis tiens, c'est un peu trop connoté, 2000, c'était un peu trop daté. Ça date, le gender fluide. Ouais, ça va dater les années 2020. Voilà, ça va être un peu ça. Ça va être vite obsolète. Ça risque d'être obsolète. C'est comme un peu quand on m'avait dit le mâle, c'était le Uber homme, le Uber masculin, qui avait tous ces trucs. Chaque mouvement de société, on le colle un peu des étiquettes. Mais ça passe. Voilà, et ça passe, et ça date. Et du coup, je voulais un peu twister le nom, et puis en discutant avec un ami très proche, avec qui je parle beaucoup de création, lui, il a compris gentle et pas gender. Et puis donc tout d'un coup j'ai saisi le mot et je dis ouais, ça va être ça. Et puis j'ai texté Marc en disant ouais, je crois qu'on a trouvé la solution, parce qu'on était l'un et l'autre un peu gênés que ça soit un peu trop copié-collé de ce qui se passait, tout ce dont on parlait, qui est à la mode en fait. Parce qu'un parfum ça peut pas être à la mode, ça peut être tendance, ça peut faire une tendance, mais être à la mode pour moi c'est pas bien. Enfin c'est pas... Ça va pas, ça me plaît pas. Et alterner les mots en français et en anglais. Pour vous, c'est un surf. Oui, là, c'est pas gênant. On est une maison française, mais quand même l'anglais s'impose. Et puis je fais beaucoup d'anglicismes. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis. Je fais souvent des anglicismes. On essaie d'être français. Et effectivement, à la rose,
Pour moi, c'est le best case scénario parce que, en plus, les Américains savent le prononcer, c'est très international. Puis ensuite, petit matin, grand soir, on est quand même français. Voilà, faut être ouvert et peut-être que j'ai des mots latins. Hein. Aqua Universalis, Aqua Celestia. Donc demain, je sais pas, j'aurai peut-être des noms. En arménien. Baya. C'est difficile. Baya, en effet. Il y a une bougie dédiée. Alors, on vous écoute, on sent vos œuvres, vous semblez en perpétuel mouvement créatif. Quel est votre rapport au temps ? Est-ce que vous avez un rythme ? Est-ce que vous vous posez ou est-ce que c'est un bouillonnement Je suis un homme pressé. permanent ? Voilà. Ma mère, il y avait un mot en arménien qui s'appelle Francis, adjélé, ma grand-mère, comme ça. Adjélé, ça veut dire c'est entre le rapide et le précipité. Et c'est vrai que j'ai un rapport au temps qui est très particulier. Je sais pas tenir en place. Je sais pas si j'ai été un enfant ou précoce ou hyperactif. À l'époque, il y a 50 ans, on parlait pas trop de ça. J'ai toujours été comme ça. Le mouvement, c'est une des valeurs de la maison. Il n'y a pas de chose statique. Je trouve que ça n'existe pas le statique chez nous. Il y a du contemplatif, mais même contemplatif, ça bouge en face. Ouais. Ça n'existe pas trop. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de statique. Attention, silence. Ce qui est intéressant dans le silence, c'est qu'il permet d'écouter le bruit. Alors que s'arrêter, c'est pas la même chose. Le côté physique de la pause dans le mouvement n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, je vois dans ce que je fais bébé au ballet ou dans les œuvres contemporaines de ballet, si ça bouge pas trop sur scène. Ouais. Pourtant, il faut être posé à ce moment-là. Il faut quand même s'arrêter pendant 2 heures. J'étais à l'opéra la semaine dernière pour aller voir la performance de Marina Abramovic sur les 7 morts de Maria Callas. Elle est statique pendant 1h30 dans son lit. Heureusement qu'il y avait le chant parce que tout était très lent et voilà. C'est pas mon élément. Ouais. J'avoue que c'est pas ma façon d'être. Alors un autre cas où il faut être statique aussi, c'est dans les lectures. Vous lisez, vous avez lu vous ne lisez plus ? Non, j'avoue. Voilà, je sais pas comment les gens. C'est l'anecdote de la lecture de Bonjour Tristesse. Il a fallu vous poser là. Oui, mais en fait, curieusement, c'est l'époque où je lisais beaucoup. J'ai beaucoup lu, vraiment beaucoup. J'ai plus de mal aujourd'hui à me concentrer. Je l'avoue, je lis les choses. Déjà, il y a toute la maison à gérer. Enfin, je fais beaucoup de choses quand même. Donc la lecture au sens me poser avec un livre, un roman et tout. Déjà, les romans m'ennuient assez vite. J'aime beaucoup les biographies. Historiques ? Ah ouais, j'adore. Voilà, c'est ce qui me nourrit énormément. Et pour vous ressourcer, vous faites quoi ? Je fais plein de trucs pour me ressourcer. Piano à la maison. Ça dépend. Il y a des périodes de vacances, qui sont brèves. Puis comme j'ai plein de trucs, j'ai plusieurs métiers au sein de la maison, urgent. Il y a le métier de la composition de parfum, donc déjà il faut gérer la composition de parfum. Après il y a toute la direction artistique. Alors je suis épaulé, mais quand même, les idées viennent principalement de moi. Les impulsions viennent de moi, donc ça nécessite quand même d'avoir des idées et de les travailler. Après il y a tout cet échange que j'ai avec Marc, donc tout ça prend déjà beaucoup de temps. Ensuite, à côté de la maison, j'avais quelques activités de création de parfums qui me restent encore un petit peu. Il y a un parfum pour Elisab qui est sorti là, un parfum pour une petite marque confidentielle qui s'appelle Thiel qui vient de se lancer là, ma collaboration Papier d'Amérique. Donc voilà, tout ça prend un peu de temps quand même. Ensuite, j'ai créé 2 fonds de dotation. Ça prend du temps aussi, même si j'ai une déléguée générale, ça nécessite une réunion par-ci, par-là. Grâce à Calice Becker, j'ai repris la suite à la SIPC de la présidence, à la Société internationale des parfumeurs créateurs, pour un peu essayer de participer à mon niveau avec d'autres parfumeurs. Et je prends un plaisir énorme parce que j'étais un peu isolé finalement de la maison. Mon parcours chez Takazago, tout ça m'avait isolé un peu de mes confrères et je trouve ça intéressant de se reconfronter avec des préoccupations que je n'ai pas forcément, mais en tout cas ça me fait beaucoup progresser. Ce dernier épisode que vous citez là, avec Calice Becker, de replacer le parfumeur et de faire connaître ce métier, de dire finalement il y a des hommes et des femmes derrière des flacons, peut-être un peu méconnus jusqu'à maintenant. En tant qu'artiste, est-ce que vous êtes dans cette mouvance-là ? J'ai un grand problème avec l'utilisation du mot artiste. Non pas que la parfumerie ne soit pas une activité artistique, mais finalement je trouve que c'est un mot qui se galvaude comme beaucoup de mots, c'est comme le mot luxe. Tout le monde se veut artiste, tout le monde se veut multifonction, tout le monde se veut dans tout d'un coup les bios, il faut être à la fois chanteur, écrivain, machin, performeur, il y a une forme de surenchère de tout ça. Déjà, faisons bien notre métier, et puis ensuite, si on avait créé les bonnes émotions, et puis c'est même pas à nous de nous savoir artiste ou pas. Non, il y a plusieurs choses à défendre. Déjà, c'est comme dans tout métier, il y a des droits et des devoirs. Et ça, faut pas l'oublier, parce que parfois on a tendance à oublier un peu la partie de ce qu'on doit faire pour le métier, servir un métier. Il y a Edmond Oniska qui a écrit un livre qui ressemble à plusieurs écrits, qui s'appelle Une vie au service du parfum. Une bible. C'est un peu une bible pour certains d'entre nous. Mais il y a aussi Maria Callas dans des interviews elle parle de servir son art. Sylvie Guillem, là récemment dans une masterclass qui est visible sur Instagram, elle parle aussi de servir son métier. Donc avant même de demander des choses, il faut déjà le servir. Je pense que déjà pour moi c'est comme ça que j'imagine. Alors c'est peut-être un peu radical, c'est peut-être un peu raide, mais je pense qu'il faut déjà commencer par ça parce que si on fait bien les choses, on reçoit après.
peut-être aussi mon éducation m'a mené à ça, mais finalement, le succès, c'est la rançon d'un travail bien fait. Et on ne peut pas attendre déjà qu'on ait la récompense si on n'a pas fait ce travail-là. Donc, il faut aussi que les parfumeurs, on fasse aussi ce changement. Il y a des mots que je refuse d'utiliser parce que si on veut être respecté, il faut se respecter soi-même. Donc il y a des mots qui ont disparu de mon vocabulaire. Et au bureau, ils le savent, à la maison, le mot nez n'est jamais... rouge. Il y a une liste, tout à fait. Et puis quand on a un nouvel entrant, je sais qu'il y a un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, je sais que ses collègues précisent qu'il y a des petits... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, 3, et on n'utilise pas le mot jus. Et je ne suis pas un nez. Ce sont déjà 2 mots qui n'existent pas, et je reprends dans la maison, alors gentiment, je fais une blague. Enfin voilà, déjà ça donne le ton. Et il y a plein d'autres mots, en plus en français, il y a pléthore de mots. Donc la SIPC, c'est déjà essayer de nous faire prendre conscience entre nous déjà de comment on veut nous appeler. En ce moment, un des projets, c'est est-ce qu'on veut appeler une femme une parfumeuse ou une parfumeur. Mais rien que déjà ces 2 choses-là, c'est un débat. Et je trouve ça intéressant et sain qu'on arrive à se rencontrer pour parler, parce que de ça, on voit tout d'un coup qu'il y a des différences de génération. On comprend que certaines femmes veulent avoir, à travers leur métier, une revendication de leur féminité ou du féminisme. Et j'ai pas à prendre parti. Déjà, je suis un garçon, je suis le président, je suis qu'une voix parmi d'autres. C'est pas moi qui vais trancher. On aura choisi, ça sera un vote de nos membres. C'est pas qu'en français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis pas la SFP. Ça, c'est Véronique Dupont qui fait très bien son travail. Moi, je suis l'international en fait des parfumeurs. Donc on appelait nos collègues quand les cas se passaient, les Italiens, les Espagnols, c'est plutôt des langues latines, il n'y a pas ce problème-là en anglais, donc ils n'ont pas ce souci. Mais du coup on a consulté, et rien que sur un petit sujet comme ça, tout d'un coup il y a plein de choses qui se passent, et puis on voit que tout le monde est partant. Donc c'est prendre conscience déjà collectivement de qui nous sommes, et après petit à petit on construira les choses, évidemment. Et c'est un mouvement. Vous avez cité tout à l'heure votre fonds, Perfumum. Où en est-il ? Écoutez, il va avoir 2 ans à la fin de l'année, donc il va bien. En plein Covid, on a réussi à trouver une déléguée générale qui s'en occupe très très bien, Stéphanie Prinet. Déjà, il y a le partenariat avec l'Institut Pasteur qu'on avait contacté avant Covid en fait. Puis on a finalisé le partenariat au moment du début de l'épidémie Covid en 2020, qui était de les accompagner sur diagnostic et recherche sur le mécanisme de la perte de l'odorat. Donc ça, c'est un partenariat sur 3 ans, donc... Voilà, il y a un chercheur dédié, il y a une structure en place au sein de Pasteur, donc on finance ça. Ensuite, il y a un grand projet que j'ai présenté à la SFP au semestre dernier sur ce projet que j'ai appelé Héritage avec David Richard. Je crois que c'est le projet qui me tient sans doute le plus à cœur dans tout ce que l'on fait. Le projet Héritage, c'est de sanctuariser la mémoire des parfumeurs et on va dire un peu élargi à quelques grandes figures de la parfumerie. Donc c'est audiovisuel, ce sont des captations audiovisuelles de témoignages. J'ai enseigné très tôt à l'ESIPCA quand je suis rentré des États-Unis, donc j'avais 32, 33 ans à peu près. Donc je me suis retrouvé prof à l'ESIPCA, donc c'était facile parce que les étudiants, ils avaient 23, 24 ans, j'en avais 30, 31, on parlait à peu près la même langue. Et puis quand je suis retourné presque 15 ans plus tard, alors j'ai fait ça assez longtemps, puis je suis retourné, puis tout d'un coup, mes références, elles n'existaient plus trop. Chez Patou, il y a eu plusieurs parfumeurs déjà qui étaient passés, chez Intel, voilà, il y avait des changements. L'industrie bouge, en 25 ans, c'est normal, une génération. Le parfum de ma mère était le parfum de leur grand-mère, voire de leur arrière-grand-mère parfois. Et donc tout d'un coup, il y a ce décalage et on perd ces références. Et surtout, il y a des parfumeurs qui écrivent de plus en plus, on en voit de plus en plus, mais il y a beaucoup de parfumeurs, et surtout les anciens, qui n'avaient pas cette culture de la divulgation, de l'exposition médiatique. Donc j'ai voulu qu'on se souvienne de ce qu'ils ont fait, parce que je pars du principe qu'on ne peut pas envisager le futur d'un métier si on ne connaît pas les bases du métier, si on ne connaît pas les racines, les origines. Et les traditions. Les traditions, les savoir-faire, s'il n'y a pas une mémoire de tout ça. C'est un devoir de transmission. Oui, et en plus, ça permettait aussi d'avoir une forme de pluralité de la transmission. Il n'y a pas un chemin idéal. Je vois très souvent les étudiants qui sont angoissés, comme moi, je l'ai été à 20 ans. Ah, j'ai pas pu rentrer à l'ESIPCA ou j'ai pu rentrer à l'ESIPCA. C'est quoi l'avenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver ? C'est quoi le mieux ? Mais en fait, il n'y a pas le mieux. Il y a des chemins, il n'y a pas un chemin. Et je trouve aussi qu'en donnant la parole à des parfumeurs qui n'ont jamais parlé, tout d'un coup, on comprend que Jean Carléo, il y a un chemin qui est relativement... Enfin, voilà, qui est assez linéaire. Il n'est pas passé par les grandes maisons de composition. Il y a des parfumeurs qui sont plus en dents de scie, il y a des parfumeurs qui ont eu des creux dans leur carrière, mais qui ont su rebondir. Et je trouve que c'est intéressant à la fois pour des jeunes de comprendre que il n'y a pas un mais des, et ça je trouve que c'est assez rassurant, il faut qu'ils le comprennent. Je trouve que c'est aussi un hommage qu'on rend à ces parfumeurs qui ont aussi contribué à des pages magnifiques de l'histoire de la parfumerie. Je pense à Pierre Bourdon, Kouros, Coolwater, enfin il y en a d'autres, des parfums qu'il a composés. Françoise Caron, je la connais, on a travaillé énormément ensemble. Je sais que Françoise déteste s'exprimer en public, mais c'est un cadeau qu'elle fait de nous expliquer l'apprentissage. C'est important de connaître l'apprentissage. C'est intéressant de se confronter en disant moi je suis pas passé par là, donc qu'est-ce qui pourrait me manquer dans mon apprentissage. Donc ça c'est le projet Héritage, c'est vraiment le grand projet. Donc là on a présenté
6 ou 7 capsules d'interviews au printemps dernier. On est reparti en campagne pour en refilmer d'autres et remonter d'autres parce qu'on en a en stock. C'est plutôt les financements qui manquent un peu parce que ce sont des financements personnels. C'est pas la maison qui est impliquée. C'est moi qui finance tout cela. Et maintenant, on commence à faire des appels aux dons. Donc, on a quelques parfumeurs créateurs et quelques petits donateurs. Donc, c'est super. Donc, c'est long. Mais là, l'urgence, c'est sanctuariser les témoignages avant malheureusement que les personnes ne décèdent parce que j'aurais adoré avoir Pierre Warani par exemple, j'aurais adoré avoir Christian Mathieu. Malheureusement, ce sont des parfumeurs qui sont décédés depuis quelques mois et il faut aussi que l'industrie prenne conscience de cette richesse-là et qu'on se dise pas c'est trop tard. Donc voilà, moi c'était un peu ça qui m'importait. Troisième, il y a un colloque sur le métier de parfumeur à Versailles les 14 et 15 octobre. Ça, c'est à l'initiative du centre de recherche de Versailles, du château de Versailles. Je trouve ça intéressant parce que c'est sur le parfumeur. C'est pas les parfums, ce ne sont pas les matières premières, c'est le rôle social du parfumeur du XVIe siècle à nos jours. Très intéressant, c'est très dense, c'est sur 2 jours à Versailles. Donc on soutient également un peu ça. La SIPC aussi, parce que du coup, j'ai un peu changé de casquette au moment et j'ai dit ce serait bien aussi que les parfumeurs s'engagent parce qu'on parle d'eux de différentes manières. Cohérent, ouais. Et puis surtout, c'est un colloque international avec des universitaires des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne. Donc je trouve ça intéressant aussi qu'on ne soit pas que franco-français. La parfumerie n'est pas que française aujourd'hui. Elle lui doit beaucoup à la France, mais c'est pas que la France. Et je trouve ça intéressant. Et je dois certainement oublier d'autres sujets sur Perfumum parce que... On va guetter. Il y en a d'autres. Voilà, il faut aller sur le site internet. Dernière question. Où est-ce que vous vous voyez dans un an ? Je me vois... Alors, je me projette pas comme ça. J'ai pas de projection. Alors, je dis non. Curieusement, c'est bizarre parce que nous faisons un métier qui nous oblige à nous projeter dans le futur constamment. Mais on est projeté dans le futur à cause de nos créations. C'est-à-dire que là, je réfléchis en ce moment. Je termine ma réflexion pour le parfum de 2023. On peut en savoir un petit peu. Non. Moi-même, je sais pas exactement quoi. Mais je suis en train de clôturer la réflexion. Alors, le métier de parfum, c'est très particulier. C'est un peu comme les acteurs. On est en train de faire le film de demain. On crée le parfum de demain. Et en même temps, on fait la promo en général. Si on travaille bien et si on travaille surtout, on fait la promo d'un truc qu'on a fait il y a un an. En général, c'est un peu ça. Et on n'est jamais là. Ici on n'est jamais posé. Ouais, exactement. On n'est jamais ici et maintenant. C'est assez perturbant parce qu'il y a une notion de profiter du temps présent qui est très complexe. Alors, dans un an, je serai où ? Écoutez, j'aime pas trop... alors bien sûr, il y a des choses notées sur mon agenda parce que dans un an, je sais qu'à cette heure-ci, j'aurai fait mon cours de sport, si tout va bien. Parce que j'ai tout mon jour un cours de sport le vendredi matin de 8 à 9. Donc normalement, dans un an, le vendredi matin, j'aurai mon cours de sport. Mais après, tellement de choses peuvent se passer et je suis pas dans le si. Voilà. Ces hypothèses, j'en discutais de manière amicale avec un ami, je crois qu'une de mes forces, c'est que j'évacue beaucoup de choses que je considère être inutiles. Voilà, c'est une force, hein. Je ne me pose pas la question. Peut-être aussi c'est un confort que je peux avoir aussi de ne pas me préoccuper aussi de ça. Je pense que c'est aussi ça. Mais en même temps, je crois que c'est une force d'évacuer des choses qui ne dépendent pas de moi. Parce que en fait, je n'ai pas de prise dans un an. Il peut se passer tellement de choses. Donc en fait, c'est des choses qui prennent de l'énergie, prennent du temps. Et en fait, comme je fais toujours plein de trucs et je veux faire plein de choses et je veux que ça avance, il y a plein de choses que j'évacue parce que je les considère complètement inutiles. Donc je pourrais pas. Peut-être que dans un an, je serai peut-être assis en face de vous. Peut-être. En attendant, merci beaucoup d'avoir pris le temps ici et maintenant sur La Voix du Parfum. Merci Francis. Merci beaucoup Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voix du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voix du Parfum, le podcast. À bientôt!